Et on a avec nous Jean-Christophe Vizier, qui est déjà intervenu à quelques reprises ce matin, directeur de la prospective du CSTB. Vous avez dirigé pendant 15 ans les équipes énergie-environnement du CSTB. Vous êtes désormais en charge de la prospective, ou même CSTB. Et avec vous, on va essayer d'imaginer l'habitat en 2050. Mais avant l'habitat, il va falloir aussi qu'on imagine un peu qui sont les gens qui vont y habiter. Donc vous avez 20 minutes pour nous raconter tout ça. Bonjour, je suis très heureux d'être là pour vous essayer de se projeter sur l'avenir. Le boulot que je fais, il a été préparé avec Alban Gaspard de l'ADEME. Aujourd'hui, moi, j'ai une double casquette. Je suis moitié CSTB, moitié ADEME sur ces aspects de prospective parce qu'on est convaincu que pour regarder l'avenir, il faut essayer de le regarder collectivement. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la prospective? La prospective, c'est certainement pas dire ce que sera 2050. Tous ceux qui s'attendaient à ça, je suis désolé, je ne suis pas Madame Soleil. Par contre, ça consiste à essayer de préparer l'avenir. Et pour ça, ça veut dire essayer de se projeter dans différents avenirs possibles. Il n'y en a pas un, il y en a plein. L'avenir, on va le construire ensemble. Alors pourquoi c'est important dans le bâtiment? À cause d'un chiffre. 1,1% par an. C'est quoi 1,1% par an? C'est deux choses. C'est le taux de natalité des gens et des bâtiments. Je connais trois choses dans la vie. Les bâtiments, les montagnes et les voitures. Les montagnes, ça bouge beaucoup moins vite que les gens. Donc on s'adapte aux montagnes. Les voitures, ça bouge beaucoup plus vite que les gens. Donc si mon mode de vie change, si mes enfants s'en vont, je peux changer de voiture. Les logements et les gens, ça bouge à peu près à la même vitesse. Donc on a besoin d'adaptation des gens aux bâtiments et des bâtiments aux gens. C'est une double adaptation. Un exemple tout bête. Avant, les gens se mettaient en couple assez tôt. Vous aviez un 2 pièces. Dans ce 2 pièces, vous aviez un salon et une chambre à coucher. Maintenant, les gens se mettent en couple plus tard. Vous avez deux personnes, elles vivent en colocation, deux chambres, et puis le salon, c'est peut-être le bar en bas. Donc vous voyez bien que ces aspects sociaux et techniques du bâtiment vont bouger ensemble. Donc ça va nous obliger à regarder des choses un peu largement. Ce qu'on souhaite faire, CSTB, ADEME, et on est en train d'essayer d'embarquer un peu tout le monde, tous les acteurs de la filière là-dessus, c'est d'essayer d'imaginer ensemble des avenirs possibles du bâtiment et de l'immobilier, avec les acteurs du bâtiment et de l'immobilier intéressés, pour partager des visions sur ces avenirs possibles, avec l'idée que chacun, de sa place, voit super bien quelque chose, mais peut être inspiré par ce que voient les autres. Alors, pour ça, on a commencé à inventer, c'est une esquisse, pour les gens du bâtiment, une esquisse, c'est clair, c'est la première idée, mais ce n'est pas le produit fini, c'est une esquisse de ce que pourrait être une boussole prospective, quelque chose qui nous permettrait de regarder l'avenir ensemble de manière un peu plus éclairée. Alors, dans cette prospective, on imagine 4 grands paquets. Un paquet, c'est la dimension sociale, c'est très orienté autour des gens. Un autre paquet, c'est la dimension économique. Un troisième paquet, c'est la dimension technique. Et un dernier paquet, c'est la dimension environnementale. Et vous savez que sur la dimension environnementale, si on se dit seulement qu'on va avancer comme des escargots, alors c'est une démarche très légère. Alors, commençons par la dimension sociale. Vous voyez apparaître tout un tas de thèmes. La présentation, elle dure 1 heure, j'ai 20 minutes. Donc, je vais en prendre que quelques-uns pour vous illustrer ce qu'on veut faire. C'est une esquisse, ce n'est pas le projet final. Le projet final, il faudra qu'on le construise avec la filière. Première chose, c'est la pyramide des âges. Vous avez en rose la pyramide des âges en 2013. Et l'INSEE, en 2013, a fait des projections sur 2040. C'est les courbes qu'il y a au-dessus. Vous voyez, il y a 2 courbes parce qu'on peut faire différentes projections. Qu'est-ce qui crève les yeux? D'abord, ce n'est pas une pyramide. C'est un immeuble avec un toit en pente. Et qu'est-ce qui va se passer entre 2013 et 2040? On va rajouter des étages. Et les étages, c'est quoi? C'est les gens au-dessus de 65 ans, en gros. Donc on est dans une population qui va vieillir. On n'est pas les seuls. Les Japonais l'ont déjà fait. Les Allemands sont en train, les Chinois aussi. Donc c'est un changement extrêmement profond qui est en train de se passer. Et ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé, depuis la transition démographique, et ça pose tout un tas de questions au secteur du bâtiment. Ce n'est pas seulement comment on va loger les personnes les plus âgées, mais c'est
par exemple, le type de bâtiment nécessaire. Vous voyez bien que la part des écoles et des hôpitaux pourrait changer, par exemple. Le type et l'aménagement des logements. Quand on est plus âgé, on vit généralement moins nombreux, on a moins d'enfants. La répartition sur le territoire. Quand on travaille, on a besoin d'être proche des zones d'emploi. Après, il y a des choses qui peuvent bouger. La rotation du parc entre les générations. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, les gens qui ont plus de 65 ans ont 2 fois plus de surface par mètre carré que les gens qui ont 45 ans. C'est juste une capitalisation qui se fait naturellement. Mais donc, si on reste sur des grands logements longtemps, ça pose un problème aux jeunes. Où est-ce qu'ils vont se loger? Donc, il y en a tout un tas de questions de ce type-là qui peuvent être extrêmement motrices dans ce qui peut se passer. Alors, prenons une deuxième chose, la surface par personne. J'ai posé des questions à ceux qui avaient vraiment travaillé ce sujet sur des écoles, parce que je pense que c'est un sujet important. 2 tableaux. Le tableau de gauche vous donne l'évolution de la surface de logement par personne entre 70 et 2013. Passé de 23 à 40 mètres carrés par personne. On dit que sur cette période-là, les logements ont gagné une pièce et perdu une personne. On vit moins nombreux dans des logements plus grands. Alors ça a eu un impact important sur les besoins de logement. Quand vous regardez la courbe de droite, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de construire des logements? D'abord parce qu'on est plus nombreux, c'est la partie en rouge, mais aussi beaucoup parce qu'on prend plus de place, on a eu plus d'espace. Et ça a été un des moteurs extrêmement forts de la construction, vous voyez, plus que la démographie à certaines périodes. Alors, ça pose des questions. Cette augmentation de la surface par personne va-t-elle se poursuivre? Ou est-ce que, comme vous le montriez sur les écoles, il y a des tentatives pour faire des choses attirantes, agréables, et où en même temps, on n'est pas toujours dans le toujours plus? Est-ce que, en particulier, on ne pourrait pas avoir une recherche du mieux comme alternative à une recherche du plus grand? Et puis, troisième question, comment on pourrait trouver des techniques, des approches pour adapter les logements à des populations qui bougent et où éventuellement les ménages sont moins grands? Parlons maintenant un peu d'économie. C'est important, l'économie, c'est quand même le nerf de la guerre. Et quelques chiffres sur l'économie des ménages. Quand j'étais jeune, ça fait longtemps, les personnes qui étaient pauvres, c'était plutôt les personnes âgées. Aujourd'hui, quand on regarde les gens qui sont pauvres, c'est souvent des personnes dans des familles monoparentales, en particulier des femmes. Il y a quelques exemples que donnait Marika tout à l'heure en donnant des exemples là-dessus. Et donc cette pauvreté a bougé, il faut le prendre en compte. Deuxièmement, si vous regardez à quoi nous dépensons notre argent et où sont les dépenses préengagées. Alors quand on demande ça aux gens, ils disent ouais, on dépense plus pour le téléphone, les loisirs, etc. Regardez les courbes. Services de télévision et de télécommunication, certes, ça a augmenté, mais beaucoup moins que les dépenses liées au logement. Alors là, c'est les dépenses, les loyers, les charges, l'eau, les assurances du logement, mais le point majeur qui s'est passé, ça a été cette augmentation des dépenses liées au logement. C'est peut-être pas sans lien avec l'augmentation de surface, hein, mais il y a un élément qui est fort là. Et ensuite, si vous regardez, à un moment, on se disait on va vers une France de propriétaires. Et si vous regardez ce qui se passe depuis 1970, vous voyez la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la moyenne des Français. Il y a de plus en plus de propriétaires, il y en a un peu plus. Et puis maintenant, vous regardez la part de propriétaires. Donc là, c'est dans l'âge 25-44 ans, hein, c'est la période où on achète beaucoup, hein, c'est cette période-là. Quelle est la part de propriétaires en fonction des niveaux de revenus? Vous voyez que ceux en jaune, le quart le plus riche, il était déjà plus propriétaire que les autres et il a augmenté encore plus. Par contre, les 3 autres quarts, ils étaient à peu près au même niveau en 70. Et depuis, ça s'est complètement différencié. Donc, l'accès à la propriété a fortement varié au cours du temps. Et on va vers un truc où, si on se dit que le marché du logement demain, c'est le marché de l'accession, c'est le marché de tout le monde, ben, ce n'est pas tout à fait ça qui est en train de se passer. Alors, on peut se poser des questions. Hein. Quelles seront les évolutions globales du niveau de vie? Mais aussi, quelles seront les évolutions des inégalités sociales et de la redistribution des richesses? C'est un sujet que
percute très fortement ces temps-ci, et puis quel impact ça aura sur tous les gens qui travaillent sur le bâtiment et l'immobilier. On continue la liste des questions. Le changement climatique. Alors le changement climatique, voilà ce qui s'est déjà passé. On a déjà eu une augmentation de 1 degré de température. Et ça se traduit par des impacts divers, mais nombreux. C'est des températures moyennes plus élevées, c'est des vagues de chaleur, c'est des feux de forêt, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis l'an dernier, c'est des inondations à un certain nombre d'endroits, c'est des sécheresses qui font qu'un certain nombre d'arbres sont potentiellement en train de disparaître. On est sur quelque chose vraiment de grave, sur lequel il y a un vrai besoin d'agir vite, pas à la vitesse d'un escargot, sinon on est léger. Donc les questions qu'on va avoir, c'est quelles seront les ampleurs du changement climatique d'ici 2050 et 2100 ? Dans le meilleur rêve, si on agit très vite, très maintenant, c'est 1,5 degré. Mais pour l'instant, on n'est pas sur cette vitesse-là. On va beaucoup plus fort que ça. Quels seront les impacts sur le territoire français, avec des différences suivant les endroits ? Comment adapter les bâtiments au changement climatique ? Il est clair que tous les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, ils vont voir le changement climatique. Et donc, il est indispensable de les penser en tenant compte de ce changement climatique. Et puis, pour toute la filière, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au changement climatique en matière d'agir pour le diminuer et d'agir pour adapter les bâtiments à ce que sera ce climat demain. Je vais maintenant venir à des aspects plus techniques. Vous savez, c'est ceux sur lesquels on attend des fois plus le CSTB, mais on est convaincu. Moi, j'étais dans un silo technique, je travaillais sur l'énergie et l'environnement, et ma conviction, c'est que pour qu'on bouge, pour qu'on regarde bien les choses, il faut ouvrir les chakras et regarder les choses de manière beaucoup plus large. Sur la dimension technique, on voit qu'il y a 3 choses qui sont à l'œuvre assez fortement. Alors, je vais les décrire l'une après l'autre. Bien évidemment, des choses peuvent se mélanger entre ces 3 choses. C'est l'industrialisation, la numérisation et la circularisation. La numérisation, quand on parle numérique dans le bâtiment, on a tendance à dire, il y a un gros sujet qui nous préoccupe tous, c'est le BIM. C'est ce que j'ai mis sous l'idée SimCity, développement d'un monde virtuel pour imaginer et optimiser le monde réel. On voit qu'il y a énormément de travaux qui sont faits là-dessus, et puis tout ce qui permet de faciliter la communication entre les acteurs. Mais il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe en même temps. Alors, l'exemple, c'est l'optimisation de l'utilisation de l'existant. On l'a vu, on sait très bien qu'on a des bâtiments qui ne sont pas utilisés en permanence. On va poser une question. Combien d'entre vous sont ici et chez eux? Et à leur bureau en même temps? Vous voyez bien que quand on est à un endroit, on n'est pas à un autre. Donc forcément, il y a des questions qui se posent là-dessus, sur est-ce qu'il n'y a pas des choses à gérer là-dessus. Il y a un acteur qui l'a très bien compris et qui a fait quelque chose d'extrêmement disruptif, avec des bons côtés et aussi des très mauvais, c'est Airbnb. Airbnb a réussi à permettre à un tas de gens d'aller loger dans des Airbnb. Combien d'entre vous sont déjà allés dans un Airbnb? Bon, on ne peut pas critiquer complètement Airbnb, on voit bien que c'est donc à la fois une vraie tendance, et ce Airbnb, ça a transformé des logements en chambres d'hôtel. Avantages, inconvénients. Mais il y a plein d'autres choses qui sont en train de se faire. Par exemple, sur Paris, il y a un certain nombre d'organismes HLM qui se sont dit que s'ils voulaient réussir à faire de la rotation entre leurs locataires, et notamment des gens qui avaient des grands logements et qui n'en avaient peut-être plus besoin, et puis qui pourraient peut-être accepter de les échanger, ils ont mis une bourse d'échange qui vient de se lancer pour faciliter ces échanges. Alors bien sûr, les organismes, parce qu'ils sont mis ensemble, suivent la chose, on ne laisse pas faire n'importe quoi, mais quand même, il y a un vrai enjeu sur le bâtiment de mieux utiliser l'existant. Et là, il y a un enjeu majeur de mieux exploiter ces espaces qui ne le sont pas forcément bien. Alors, sur le numérique, il y a quand même, il ne faut pas être naïf, il y a un certain nombre de défis à relever. Il y a un défi de sécurisation.
On en parle en permanence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va avoir des accidents forts sur la sécurisation ou est-ce qu'on va avoir juste des petits problèmes qu'on va réussir à résoudre? On a un sujet de gouvernance. Si on prend le sujet de la ville intelligente, Toronto, par exemple, fait une expérimentation où, en gros, ils ont donné les clés d'une partie de la ville à Google. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut avoir des gouvernances différentes dans lesquelles les collectivités ont un autre rôle? Qui gère cette donnée? On a un vrai sujet d'impact environnemental, parce qu'on parle beaucoup de l'avion, mais l'impact du numérique est quand même extrêmement important. Et puis, on a un impact social. Est-ce que l'avenir du secteur du bâtiment, c'est d'avoir des travailleurs ubérisés? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes aux artisans, par exemple? Il reste 5 minutes. C'est bon. Deuxième sujet, l'industrialisation. Alors l'industrialisation, on voit que le bâtiment est confronté à un certain nombre de difficultés. Un sujet de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée qui manque, et le vieillissement ne va pas faciliter les choses. Deuxièmement, un sujet de qualité de réalisation. J'ai pris des photos du concours photo de la QC. On sait bien que entre ce qu'on prévoit et ce qui se réalise, il y a parfois une certaine distance. Et ensuite, un sujet de productivité. Vous avez les courbes d'évolution de la productivité. En rouge, c'est le bâtiment. L'intermédiaire, c'est la moyenne de l'économie c'est mondiale. Et en haut, c'est l'industrie. On voit que les progrès de productivité dans le bâtiment ont été beaucoup plus faibles que dans d'autres secteurs. Donc il y a une idée que pousse un certain nombre d'acteurs, c'est qu'on pourrait peut-être standardiser des choses et les industrialiser. Ça demande un travail essentiel entre toute la chaîne, mais en particulier entre la maîtrise d'ouvrage, ceux qui commandent, et ceux qui réalisent. Un exemple qui a été donné par un spécialiste de la construction hors site, il était sur un cas d'un hôtel Ibis. On lui a demandé de faire de l'industrialisation. Il y avait, je crois, 18 types de chambres. Ils ont commencé par travailler sur le projet et ils se sont aperçus qu'en fait, avec 3 types, on s'en sortait. À ce moment-là, ils ont pu standardiser et réussir à faire quelque chose qui avait du sens. Alors, ça pose des problèmes de logistique. Mais si vous regardez, on a 2 options. Une option qui consiste à produire peut-être en dehors de la ville dense, dans des endroits où on faisait l'industrie avant, et amener des modules déjà bien faits, ou une autre approche qui est l'approche actuelle, c'est que tous les jours, on a des artisans qui viennent avec leur camionnette travailler en ville, et au niveau transport, ce n'est pas évident, et au niveau congestion, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Troisième idée, donc numérisation, industrialisation. Troisième idée, c'est la circularisation. C'est l'économie circulaire. Alors, quand on parle d'économie circulaire, on commence à parler des matériaux, les matériaux recyclés. Super, les matériaux recyclés, il faut y aller à mort. Simplement, si vous avez une croissance des consommations de matériaux, ben vous aurez beau recycler tout ce que vous voudrez, vous n'en aurez pas assez pour faire ça. Donc, faire du recyclage sans sobriété, ça ne marche pas. Deuxième idée, il faut qu'on fasse du réemploi des matériaux. Et on voit qu'on peut en faire beaucoup plus qu'on ne faisait précédemment. Je suis allé visiter un bâtiment d'ICAD, ils ont réemployé toutes les dalles de faux plancher, c'est du réemploi. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais le sujet du bâtiment, ne nous trompons pas en termes d'économie circulaire, c'est l'économie circulaire des bâtiments. Dernière question à la salle. Combien d'entre vous vivent dans un bâtiment d'occasion? Ah, c'est la question. C'est quoi un bâtiment d'occasion? On va poser la question dans l'autre sens. Combien d'entre vous vivent dans un bâtiment neuf, c'est-à-dire dans un bâtiment dont ils sont le premier utilisateur? Vous voyez, il y en a un certain nombre, mais ils sont très minoritaires. Le marché du bâtiment, c'est le marché du bâtiment d'occasion. Et donc, un des gros enjeux qu'on a, c'est de comment on fait pour que ces bâtiments qui ont été construits il y a un certain temps soient vraiment utiles et du sens par rapport aux usages d'aujourd'hui. Alors, quelques grandes questions. Le numérique est jeune et pousse vite. Subira-t-il une crise de croissance? Je rappelle qu'à part Apple, les autres GAFA, ils ont 25 ans. C'est très jeune. La crise de croissance, elle peut être là. L'industrialisation de la construction va-t-elle décoller? On l'annonce depuis longtemps, mais est-ce qu'effectivement on est dans des cadres où ça va se faire? Et la prise de conscience écologique va-t-elle conduire au déploiement massif de l'économie circulaire? Voilà, je vous ai donné quelques éléments de l'esquisse. On n'a pas pu visiter toutes les pièces parce qu'on avait trop peu de temps. Alors, quelle est l'idée en fait? L'idée, ça va être de travailler ensemble cette première esquisse. Et ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est avec les organisations, avec des acteurs qui sont sur le terrain, mettre en place un travail de prospective collective
qui se ferait au sein de la filière, de manière à ce qu'on essaie d'imaginer les différents points de vue sur le futur. Et on est en train d'essayer de structurer ça avec les organisations, les gens qui bougent, de manière à faire une proposition de mode de travail pour un boulot qui se ferait au cours de l'année 2020 et qui nous permettrait de décrire ça de manière plus fine. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu nos adresses mail sur le slide. Sinon, vous pouvez me passer des cartes de visite. On est en train de faire une liste de tous les gens intéressés pour ce travail dont on est convaincu qu'il va falloir qu'il soit très itératif. Et là, le numérique pourra aider parce qu'il y aura un vrai enjeu à la fois de discuter avec des gens et aussi d'interagir de manière plus large. Merci. Merci Jean-Christophe.